bonsoir et bienvenue. Vous êtes maintenant dans l'émission Être et Savoir avec M. Vali Konaté, bonsoir. M. Mouadali, bonsoir. M. Cheikh Traoré, bonsoir. Bonsoir, Mouadali. M. Alpha Amadou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. La thématique d'aujourd'hui. Depuis le 15 mars, les élèves guinéens sont soumis à des évaluations trimestrielles sur toute l'étendue du territoire national, étape cruciale du processus d'enseignement-apprentissage. Mais ces évaluations qui vérifient les acquis des apprenants et les guides posent cependant des questions depuis le retrait des notes de cours aux examens nationaux, notamment le baccalauréat. Comment se déroule-t-elle? Quels sont les objectifs visés? Nous allons en parler dans cette émission. Alors, celui-ci, c'est un projet initié par le gouvernement pour l'employabilité des jeunes et la réduction du taux de chômage dans notre pays. Malgré des centaines de jeunes qui sont bénéficiaires, ce projet semble n'être pas suffisamment connu par un certain nombre de catégories de jeunes. Alors nous avons décidé d'en parler aujourd'hui, et qui de mieux que le gestionnaire principal qui est notre invité aujourd'hui, si tout va bien, Être et Savoir. On vous prend juste après cette transition. Sur Radio Espace Guinée, Être et Savoir, c'est le magazine dédié aux questions qui ont trait à l'éducation et à la transmission des savoirs sous toutes ses formes. À l'école, mais aussi au sein de la famille, dans l'éducation populaire, voire l'éducation par la culture, entendue au sens large du terme. Être et Savoir. Mohamed Ali Condé. Mais aussi, évidemment, je le dis tout le temps, avec M. Vali Konaté, les évaluations dans les différentes écoles, qui de mieux que les professeurs ou les enseignants en situation de classe. Monsieur Vali, vous êtes un enseignant en situation de classe. Effectivement. Vous avez décidé qu'on parle de ce sujet. Effectivement. Pourquoi? Parce que depuis quelques jours, c'est-à-dire depuis le 15 mars, les établissements scolaires sont en évaluation. Oui, on l'a remarqué. Hein? Oui, trimestrielle. Oui. Et ces évaluations trimestrielles sont prévues du 15 mars au 27 mars. D'accord. Mais ça interroge, ces évaluations. Oui. Parce que nous avons constaté que certains candidats, je ne dirais pas tous, mais certains candidats se désintéressent de ces évaluations. Et soit dit en passant que que les notes obtenues dans ces évaluations ne sont pas prises en compte lors des examens nationaux. Ça, c'était une décision ministérielle, on se rappelle ça avec effectivement. Lorsque M. Kao Kare était encore ministre de l'enseignement préuniversitaire. Effectivement. Depuis lors, on avait... Parce qu'avant, si je ne me trompe pas, les évaluations étaient mensuelles. Autant en 2011, 2012, autant de Dr Kourouma, les évaluations étaient mensuelles. Sauf qu'aujourd'hui, ça pose problème. Ça parce pose que les problème. élèves Mais au moment où Kao Kare était là, avant qu'il ne vienne, il y avait des écoles privées qui abusaient. Parce qu'on pouvait voir sur des listes, la plus faible moyenne qu'on attribue à un élève qui doit faire le bac, c'était 14-15. Le premier allait jusqu'à 17-18 de moyenne. Ce qui favorisait les élèves qui venaient des écoles privées au détriment des élèves qui étaient dans les publics. Donc Kao Kare, en ce moment, a pensé que c'était plus judicieux d'éliminer les notes de cours. Mais en faisant ça, il a affaibli tout le système éducatif. Ah bon? Ah bien sûr, parce que les enfants ne s'intéressent pas. Les enfants ne s'intéressent pas aux examens, c'est une solution qui est devenue un problème. Donc il faut rééquilibrer l'école. Monsieur Cheikh, je vais vous faire remarquer qu'il faut rééquilibrer les choses. La décision d'éliminer les notes de cours, c'était pour éviter que les gens abusent de ces notes de cours. Vous l'avez dit vous-même d'ailleurs. Imaginez un candidat. Effectivement. C'était devenu un fonds de commerce. Un fonds de commerce pour les écoles privées. Administrateurs des écoles privées. Imaginez un enfant. Voilà. Monsieur. Que ça, c'était l'habitude des écoles privées qui gonflaient artificiellement les notes. Pour faire 100%. Effectivement. Je ne suis pas d'accord avec M. Bali. Mais M. Alpha, laissez-moi aller au bout de mes idées alors. J'ai dit que l'élimination de ces notes de cours dans les notes d'examen nationaux, c'était une bonne chose. Mais d'un côté, ça posait un problème. Pourquoi d'abord c'était une bonne chose? C'était une bonne chose parce que, on l'a dit, c'était surtout les écoles privées qui abusaient de ces notes-là. On a retrouvé des candidats qui avaient 15, 14, 16 de moyenne et qui étaient incapables au baccalauréat de se retrouver avec 6, 7 de moyenne. Je suis totalement d'accord. Je dis que c'était scandaleux. On a même remercié Kao Kare. C'était scandaleux. D'un autre côté, qu'il ait pris cette décision. Mais d'un autre côté, on a dit que c'était une solution qui posait quelque part un problème. Aujourd'hui, certains candidats refusent carrément d'être évalués. Les évaluations. Parce qu'ils se disent quoi? Les notes d'évaluation qui me seront attribuées ne rentreront pas en ligne de compte dans le calcul des notes finales. Donc, je n'ai pas besoin d'être évalué. J'attends le jour du bac pour être évalué. Donc, finalement, ces évaluations deviennent inutiles pour ces candidats, même si pédagogiquement, c'est à saluer. Moi, je pense bien qu'il faut donner de l'importance aux évaluations. Et ça revient aux acteurs de donner de l'importance aux évaluations. En entrée de matière, je voulais un peu rebondir sur l'intervention de M. Vali. Ce n'est pas seulement les écoles privées qui gonflaient
des enfants au niveau Mais surtout surtout les écoles privées. Elles avaient une mauvaise réputation dans ce sens. Elles avaient une mauvaise réputation, mais moi j'ai constaté à un moment donné, même les écoles publiques, il y avait des professeurs qui marchandaient les notes avec les enfants. Une marchandisation en outrance. Voilà. Et puis ça passe. Non, au privé, peut-être ça ne se faisait pas, mais au niveau des publics, les enseignants se dotaient de cette carrue pour dire que vraiment, si un élève ne suit pas mon cours, vraiment, je ne vais pas lui donner la note qu'il faut. J'ai eu des témoignages, des candidats qui ont avoué qu'on exigeait à ce que ces candidats participent à des cours de révision dans les écoles publiques. Sinon, ils n'obtiendraient pas de bonnes notes pour aller au baccalauréat. C'était devenu un moyen de chantage et un moyen de corruption dans certaines écoles publiques de la capitale. C'est bien, disons, est-ce que c'est bien qu'on ait éliminé ces notes, qu'on ne les prenne pas en compte lors des examens? Parce que c'est un problème qui... Moi, je pense qu'il faut analyser les choses avec beaucoup de tact, beaucoup de minutie. On a dit que c'était une solution, mais une solution qui générait un autre problème. C'est-à-dire le désintérêt des candidats pour les évaluations qui est en train de se passer. Cette décision c'est un couteau à double tranchant. Le problème, c'était quoi? Face à l'effet face au mouvement généralisé de corruption que les enseignants, les administrateurs des écoles privées, y compris des écoles publiques, commencent à entretenir, Kao Kare a pensé qu'il valait mieux faire ce qu'il a fait. Mais de notre côté, les enfants se sont carrément désintéressés aux évaluations. Alors là, de la 11e jusqu'en terminale, mais il n'y a rien. Oui, bon, en 11e, 12e, ça va un peu. En 11e, 12e, ça va un peu parce qu'en 11e, 12e, on suppose que l'enfant a besoin de ses notes pour aller en classe supérieure. Mais dans les classes d'examen, là, je vous dis que on va appeler le professeur Mamadou Seydou Diallo. Lui, il est spécialiste en mesure et évaluation. Il est vice-recteur. Il est directeur général adjoint. Spécialiste guinéen dans le domaine de l'évaluation. Il est avec nous au téléphone. Professeur Selou, bonsoir. Professeur Selou, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'accepter notre évaluation et enfin invitation. Merci d'accepter notre invitation et bienvenue dans l'émission Être et Savoir, professeur. Dites-nous rapidement, puisqu'on sait que vous n'avez pas le temps, vous nous l'avez signalé. Pour vous, c'est quoi une évaluation? Première question d'entrée. L'évaluation, disons, c'est le troisième volet de la didactique. Les deux premiers étant la planification de l'enseignement, la mise en œuvre et la gestion qui se passe via l'évaluation. On va vous dire que l'évaluation, c'est un jugement de professionnel sur la valeur de l'objet évalué. Et de façon plus pragmatique. Si je suis un enseignant, je déroule mon enseignement, il est utile qu'au fur et à mesure que j'avance, qu'à des moments précis, je m'arrête pour vérifier jusqu'où je chemine avec mes étudiants, avec mes élèves, mes apprenants. Cela veut dire que je dois préparer des épreuves, j'aime ça à mes élèves, je note leur production. Et les notes que j'attribue expriment leur performance au test et ça me permet de me prononcer sur leur rendement scolaire ou bien sur leur niveau d'apprentissage. C'est ça l'évaluation. Monsieur Wali. Maintenant, le débat, vous parlez de notes. Le but d'une évaluation, ce n'est pas toujours avoir des notes. C'est vrai que c'est utile. Parfois, il faut avoir des notes à verser dans le dossier pour juger du cheminement de l'élève. Mais l'évaluation peut servir à d'autres choses. Par exemple, professeur. Parce que nous, à notre entendement, nous les citoyens lambda, quand on évalue un élève, c'est souvent pour obtenir une note au bout qu'on dépose à la direction. C'est comme ça, de façon classique, ça se passe dans nos établissements scolaires. Mais pour vous, quel autre but peut viser une évaluation si ce n'est pas l'attribution d'une note à l'évaluer? D'accord. Effectivement, on dit que tout ce qui se passe à l'école pose au second degré la réussite de l'élève, y compris l'évaluation. Donc, l'évaluation qui cherche des notes à verser dans le dossier, elle assure une fonction, celle de reconnaître les acquis ou de certifier les apprentissages, avec l'espoir qu'elle est bien faite, avec l'espoir qu'on obtienne des notes qui reflètent le niveau authentique de l'apprenant. Maintenant, ce n'est pas celle-ci qui va servir l'apprentissage, forcément.
On dit l'évaluation doit donner à l'occasion d'apprendre. Voilà. Professeur Selou, oui. Excusez. Voilà. Oui. Ma seconde question, c'est quelle est selon vous, qui êtes spécialiste dans le domaine, la bonne fréquence d'évaluation des apprenants? Quelle est la bonne fréquence? Mensuelle, trimestrielle, quotidienne? Je viendrai à la fréquence. Ça dépend du type d'évaluation et de la fonction qu'on donne à l'évaluation. Pour que l'évaluation serve l'apprentissage, il faut d'abord, moi je suis un enseignant. Je reçois des élèves nouveaux, des élèves, des apprenants que je ne connais pas. La première chose à faire, c'est de faire une évaluation diagnostique. Je prends un cours, par exemple, je sais que mon cours, là, il y a une autre qui est préalable. Je sais qu'il y a des notions que je dois invoquer dans mon enseignement. Il faut m'assurer que les élèves ont ces ressources pour qu'ils puissent bien cheminer dans mon cours. Parce qu'il y a une théorie qui dit que lorsque l'apprenant a des préalables, il rentre dans un système éducatif de qualité, il n'y a pas de raison qu'il échoue. S'il n'a pas le préalable, le système de qualité, c'est un système de lui inculquer ces préalables afin qu'il réussisse. Donc, je sais que par exemple, je dois invoquer des notions de moyenne, de médiane, etc. dans mon cours, il faut que je le vérifie. Si je n'aime pas, il faut que j'essaie de réajuster ma planification. C'est pour ça qu'on dit cette fonction, cette évaluation-là, c'est pour orienter le processus d'enseignement et d'apprentissage. Parce que je me souviens de la réussite. Professeur? Oui, oui. Vous allez bien? Oui. Je voulais savoir quel est votre avis par rapport à la suppression des moyennes de cours dans le processus du bac. Quel est votre avis? Si vous me posez des questions, vous n'attendez pas que je termine, ça devient compliqué. Je finis avec ça. Maintenant, une autre évaluation, qui est l'évaluation formative, qui s'adresse à tous les objectifs intermédiaires ou bien les compétences intermédiaires. Elle se fait au fur et à mesure qu'on complète des objectifs. Donc, elle est plus fréquente. Oui. Elle, sa fonction, c'est la régulation des apprentissages. C'est-à-dire que j'enseigne, je vérifie si c'est compris. Oui. J'avance. Si ce n'est pas compris, j'envisage des rétroactions formatives. Donc, elle est plus fréquente. L'évaluation formative qui cherche des notes, elle arrive à des périodes plus, à des séquences plus grandes. C'est-à-dire, je finis un chapitre, je finis une unité, j'évalue, j'ai la note que je verse dans le dossier. Voilà la fréquence. Merci beaucoup, monsieur. D'accord, monsieur Alpha. Maintenant, vous parlez... Du bon moment, en fait. La question de monsieur Cheikh, c'était quoi? Allez-y, monsieur Cheikh. Par rapport aux évaluations, les notes de cours, l'élimination des notes de cours par rapport à la situation du bac, quel est votre avis? Très bien, très bien. Il y a deux aspects qu'il faut regarder dans ça. D'abord, il y a une réforme qui a limité les matières d'examen. Autrement dit, ce n'est plus par le passé où on apprend une dizaine de matières et on évalue dans toutes ces matières à l'examen. Je pense que c'était un premier... Et les écoles, au lieu de donner tous les cours, en plus avec les cours qui passent à l'examen, il y a des écoles qui sont négligées ces cours et puis ça a affecté la culture générale des élèves. D'accord. Considérable. Maintenant, les notes. C'est vrai que dans l'hypothèse que l'évaluation est bien faite, parce qu'elle est très difficile en éducation, en sciences humaines, dans l'hypothèse que les notes qu'on donne aux élèves reflètent leur habilité, on gagnerait à intégrer les notes de cours au baccalauréat dans la détermination de la moyenne finale à l'examen. D'accord. Ça, c'est dans l'hypothèse que les notes sont bien faites. Et c'est très difficile d'avoir des bonnes notes. Parce que dans votre débat, tout j'ai entendu des cas où vraiment on ne respecte pas les valeurs. Les valeurs, effectivement. Les écoles privées. Quand les valeurs sont violées, quand les valeurs, les principes de rigueur, d'égalité, d'équité, de transparence, et tout ça, quand ces valeurs sont violées, alors on est dans une autre situation. D'accord. Voilà. Je ne peux pas dire qu'il faut forcément intégrer ce type de notes dans l'évaluation. Voilà. Quand elles sont bien faites, on a des notes qu'on peut utiliser. Oui. Quand elles ne sont pas bien faites pour des raisons évoquées, avec raison, vous écoutez dans le débat, des notes qui ne reflètent pas la réalité, je pense qu'elles ne nous aident pas. Si elles sont bien, on gagne en ce qu'on dit en représentativité de l'évaluation. Oui, d'accord. Au lieu de se contenter d'une note finale à l'examen. Monsieur Alpha, dernière question. Mais si elles ne sont pas bonnes,
je ne vois pas l'intérêt de les évidemment. Et pour qu'une note soit bonne en éducation, franchement, il y a des exigences. Et pourtant, on les a supprimées parce qu'elles n'étaient pas bonnes. Dernière question. Professeur, bonsoir. Oui, bon, je voudrais que vous nous expliquiez très brièvement les instruments qui rentrent dans le cadre d'une évaluation. Dans le calcul? Non, les instruments dans le cadre d'une évaluation. Je ressens un peu mal. Je dis bien, je voudrais avoir une précision par rapport aux instruments d'évaluation. Les instruments d'évaluation. Oui. Quels sont les instruments qui permettent d'évaluer? Puisqu'on est en évaluation de l'apprentissage, les outils qu'on utilise pour mesurer le rendement scolaire, c'est les épreuves. Des épreuves qui intègrent des questions. Maintenant, ces outils même sont problématiques. Parce que, en sciences humaines, ces questions ou épreuves qu'on prend là pour mesurer, c'est de construire de notre esprit. Ce n'est pas concret. C'est des constructions mentales. Et l'objet de mesure qu'on veut mesurer, c'est une construction mentale. On ne sait pas jusqu'où nos épreuves mesurent bien ce qu'on veut mesurer. C'est la difficulté chez les pas la même chose que lorsque je prenais une longue un ruban pour mesurer la longueur de ma table. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est tout à fait. Donc, elle est très problématique. Oui. Elle est très difficile, mais les gens n'ont pas conscience. D'accord. Et pourtant, les décisions qu'on aboutit, elles sont fautives, elles sont fatales. Oui. En éducation. D'accord. Alors qu'en science, on peut corriger à force de soins avec des petites ressources. Mais en éducation, les mauvaises décisions sont fatales. Professeur Mamadou Selou Diallo, il est spécialiste mesure et évaluation, directeur général adjoint à la formation à l'ISEG. Professeur, merci d'avoir accepté nos différentes questions. C'est moi qui vous remercie. Bon après-midi chez vous. Alors, on a écouté le professeur. Hein. Moi, jusque-là, il a donné son avis de spécialiste. Mais moi, je n'arrive toujours pas à trancher. Est-ce que c'était bien qu'on ait supprimé ces évaluations? Oui, mais monsieur le professeur, il a été clair là-dessus. Je sais qu'il a été clair là-dessus. Il a été très clair là-dessus. Il nous a rejoint. Voilà. Il allait par hypothèse. Si les évaluations sont bien faites, il est bien que c'est le problème, c'est qu'il faut faire en sorte que les évaluations soient bien faites. Effectivement. Est-ce qu'on a eu raison alors de les supprimer? C'est ça la question. Parce que j'ai l'impression qu'on a eu peur. J'ai l'impression qu'on a eu peur de trouver une autre solution que de supprimer ces notes-là. Sur 9 mois de cours, je ne pense pas que c'est en une semaine qu'on évalue un élève. Normalement, c'est suivant l'année scolaire. C'est tout un processus. En fait. C'est un processus. Le jour du bac, la semaine du bac, un élève peut se retrouver dans une condition qui n'est pas appropriée. Psychologiquement, il a eu un problème. Et il rate le bac. Mais si il avait une moyenne forte, un premier de la classe, par exemple, qui a 16 de moyenne, qui vient au bac et qui dérape, mais il faut qu'on puisse regarder comment il a passé l'année et qu'on puisse faire une deuxième session et donner la chance de se manifester. Effectivement. D'accord. Mais de là, le condamner sur une seule évaluation, moi je pense que c'est pas bien. C'est pas bien. D'accord, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, moi je pense qu'on doit prolonger ce débat. On va appeler ou on va inviter ici des responsables du MENA. Ils vont venir nous donner des explications. Ils vont nous expliquer pourquoi avons-nous supprimé, et jusque-là, ça reste le cas. C'est supprimé. Et quelles sont les conditions aujourd'hui dans les différents lycées? Je sais qu'on devrait appeler un proviseur, mais je pense qu'on va réserver ça pour ce cadre-là, pour qu'on en fasse un débat un peu plus... Et Mohamed Ali, il faut regarder un peu peut-être le côté financier à pousser le MENA a supprimé le bac 1, a supprimé le concours, mais les résultats, c'est un autre débat. Il y a des étudiants qui n'ont pas... On aura un autre débat autour de ça, je pense bien. Il faut qu'on fasse un débat autour de ça, parce qu'il faut filtrer avant que les gens là ne viennent en terminale. Parce que là, en terminale, on n'a que de la pourriture maintenant. Là. Le directeur, il est là, il est assis. C'est vous qui formez ces pourritures. Mais on peut former ce qu'on peut former. Moi, souvent, je le dis. Moi, souvent, je le dis, il n'y a pas un enseignant. La force d'un enseignant, c'est sa faculté à augmenter, rehausser le niveau d'un enfant. D'ailleurs, l'a dit. Mais là, il y a des enfants, on ne peut pas les récupérer. Avoir le prérequis. Il faut une évaluation diagnostique. Avant d'enseigner un enfant, il faut évaluer ce qu'il peut. Après faire une évaluation sommatique. Ce sont les enseignants qu'il faut évaluer. Parce que je connais. Mais bien sûr. Je suis d'accord avec ça. Il faut évaluer aussi les enseignants. L'émission normal d'évaluer les enseignants. Après cette transition. Être et savoir sur Radio Espace Guinée. C'est le magazine dédié à l'éducation, du primaire à l'enseignement supérieur. Animer le débat et susciter la réflexion sur les politiques scolaires et universitaires, ainsi que sur les pédagogies et les pratiques éducatives d'aujourd'hui. C'est Être et savoir sur Espace.
Être et savoir, votre émission continue avec le deuxième sujet du jour. Bien sûr, vous l'avez remarqué à l'écran, notre invité, c'est le gestionnaire du projet Bossège. Il s'agit bien sûr de M. Kerno Ilyassa Baldé. Il est gestionnaire du projet Bossège. Il est avec nous pour répondre à nos différentes questions sur ce projet Bossège, qui est une initiative gouvernementale pour l'employabilité des jeunes et la réduction du taux de chômage dans notre pays. Mais est-ce que ce projet est connu de tous ceux qui sont censés le connaître? Il est avec nous et nous allons l'interroger pour vous, professeur. Enfin, professeur. Monsieur Baldé. Monsieur Baldé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue. Vous pouvez tirer un tout petit peu le micro. Non, vers vous, si ça va, pour vous mettre à l'aise. Ok. Non, vous êtes à l'aise là? Là, c'est bon. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Merci. Monsieur Valli, première question. Ma première question, c'est ce que tous les téléspectateurs voudraient savoir, tous les auditeurs. Le Bossège, qu'est-ce que c'est? On entend. Le Bossège, c'est un projet du gouvernement. Un projet, c'est une politique au niveau opérationnel. Lorsqu'on parle de politique sectorielle au niveau de l'éducation ou au niveau de l'enseignement supérieur, ça se traduit à la fin par un projet, par une action, par des activités. Donc le projet Bossège vient régler un problème spécifique. Il ne règle pas tous les problèmes, c'est bien de le savoir. C'est l'ensemble des politiques sectorielles qui vont régler les problèmes au niveau du système. Et le Bossège vient combler la problématique de l'inadéquation entre les formations et puis les besoins des entreprises au niveau de l'enseignement technique et de l'enseignement supérieur. Donc c'est très précis. Donc c'est de donner des compétences. Un appui à la formation technique et professionnelle des étudiants. Oui, des étudiants pour que... Vous savez, jusqu'à présent, on a fait une formation de masse en disant, bon, ça tombe bien, tout s'enchaîne, le sujet précédent et tout ça, c'est la même chose. On se dit que la mission, c'est de former, avoir des diplômés. Même au niveau des parents, l'objectif, c'est d'obtenir un diplôme. On verra ce qui va suivre. Là, c'est un changement de paradigme où on se dit, on regarde les besoins au niveau des employeurs, au niveau de la Guinée. Et à partir de là, on met les acteurs autour de la table, c'est-à-dire les employeurs et tout le système éducatif qui forme, pour qu'ils définissent les compétences à transmettre aux étudiants. Comme ça, à la fin, ils ne chômeront pas lorsque l'économie le permet. Lorsqu'il y a des emplois, on ne dira pas qu'on a importé des étrangers parce que on aura formé exactement ce dont on a besoin en Guinée. Donc c'est aussi simple que ça. Si je peux dire en français, poser la question en français facile, ça veut dire que vous êtes un pont entre ceux qui emploient et ceux qui ont besoin d'être employés, c'est ça? Tout à fait. Permettre le dialogue entre les deux et de définir les compétences et de faire en sorte qu'on co-construise. Depuis combien de temps ce projet existe? Depuis 2015. Depuis le projet 2015, le lancement existe. officiel. J'ai vu ça devrait prendre fin 5 ans après, en 2020, en décembre 2020. 2020, mais pour des raisons... On est plus en décembre 2020. Oui, mais vous savez, un projet, c'est une prévision. Après, dans la mise en œuvre de l'exécution au jour le jour, on a la réalité ou les réalités du terrain qui font qu'on ajuste, on adapte. Le projet, c'est une pensée, c'est une idée, c'est une conception. Et dans la mise en œuvre, on a les réalités du terrain et on adapte en fonction de ça. On s'adapte au contexte. Parce que c'est un projet très, très complexe qui fait appel au dialogue entre le secteur privé et l'enseignement. On est tous en Guinée, on sait que ça, c'est pas très facile. Dans un premier temps, pour qu'ils aient des objectifs communs et qu'ils puissent en fait définir les compétences. Ça, c'est un aspect en fait du projet. Du projet, parlez-nous du projet global. Voilà, donc l'autre aspect... Parce qu'on a tendance à tout résumer. Oui, à cela. Mais c'est là, à ce niveau, on essaie de régler le problème au niveau du système. C'est-à-dire faire en sorte que l'outil de formation soit en adéquation avec les besoins de la Guinée. D'accord. Voilà. Donc c'est du long terme. On initie quelque chose. À ce jour, on a fait 15 sous-projets. Il y a plus de 30... établissement de formation bénéficiaire. Et cela ne veut pas dire qu'on s'arrêtera là. Si on a fait un programme d'informatique, je ne sais pas, à Gamal, on va former pour la première cohorte un certain nombre, mais ça va rester longtemps, ça va rester pour le reste du temps au niveau de Gamal et ça va former autant de jeunes. Et l'objectif, c'est de leur apprendre à chaque fois de se remettre en cause, de se réunir pour adapter ce programme en fonction des réalités. D'accord. C'est ce changement de mentalité qui est l'essence même du Bossège. Vous réussissez? Oui, plus ou moins.
comme toute... Parce que je dis ça, excusez-moi, je sais, je connais la Guinée, ici le taux de chômage, ça ne se calcule plus. Mais on parle de 5,2%. Non, que tout le monde est au chômage et c'est normal au fait. Oui, mais vous savez, le projet... On parle de changement de mentalité dans un pays. Oui, non, mais ça c'est du long terme. Justement, c'est pour cela, c'est de façon itérative et il faut être persévérant. Réunir les gens pour qu'ils puissent travailler ensemble. On a des formations, on a formé plus de 800 personnes dans le système. D'accord. Pour leur apprendre à monter des projets de ce genre, à co-construire un programme et à travailler ensemble, à recruter les étudiants ensemble avec le privé, à faire participer le privé dans le processus de formation. Et ensuite, même le fait d'évaluer, qu'ils soient évalués au niveau académique et au niveau professionnel, et faire en sorte que le privé puisse avoir confiance et prendre les jeunes après en stage et les employer. Comme ça, il ne dira pas que la formation n'est pas bonne parce qu'il a participé du début et à la fin. Oui, bien sûr, voilà. Monsieur Cheikh. Monsieur, est-ce que j'ai l'impression que la création du BOSEJ vient de l'échec du système éducatif guinéen par rapport à former des cadres compétents par rapport à nos réalités? Est-ce que c'est pas de ça qui est né le BOSEJ? Au besoin du marché. Par endroit, on a l'impression que nos écoles forment très mal. Je vais vous rassurer. Qui vient aider nos écoles. Non, c'est tout à fait normal. Le gouvernement est dans son rôle pour pouvoir en fait mettre en place ce projet. Oui. Mais c'est dans le monde entier pareil. Vous pouvez être diplômé de physique nucléaire ou je sais pas dans des métiers très sophistiqués, très pointu et être au chômage. Si le territoire dans lequel vous êtes, on n'a pas besoin de ce type de formation. Donc l'idée, c'est normal qu'il y ait des chômeurs. Il y a des chômeurs partout. Alors quelle est la différence entre vous, avant que vous ne posiez vos questions, quelle est la différence entre vous et la GIP par exemple? Parce qu'on sait que la GIP, c'est l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Quand on a besoin d'un emploi, on est plus apte à courir vers la GIP que vers BOSEJ par exemple. Oui, justement, vous me donnez l'opportunité d'introduire la deuxième composante. La première, c'était de faire en sorte que l'outil de formation puisse être en adéquation avec les besoins, les écoles, les centres de formation professionnelle. Mais en attendant, on a un stock de jeunes qui sont formés, qui sont au chômage, et on ne sait pas trop quoi en faire. Là intervient notre collaboration avec la GIP. Et la deuxième composante, c'est de faire en sorte qu'on ait des formations courtes pour les jeunes diplômés qui ont un diplôme, mais qui n'ont pas de compétences. Donc, dans ce cadre, on fait en sorte qu'on identifie les compétences avec les entreprises pour lesquelles ils ont besoin d'embaucher des jeunes et on donne des formations à ces jeunes-là en fonction des besoins des entreprises. Et dans ce cadre-là, l'État, à travers le projet pour minimiser le risque de premier emploi, prend en charge le coût de l'indemnité de stage et les assurances. Donc l'entreprise n'est pas hésitante à prendre un jeune en stage. Parce qu'il le prend à coût zéro pratiquement. Mais tout ce qu'on demande à l'entreprise, c'est de faire en sorte qu'à la fin du stage, que le jeune puisse avoir une compétence. On le fait avec Total, on le fait avec Sobragui. La GIP, c'est un partenaire à vous? Oui, à ce niveau, justement, dans la deuxième composante, le projet après, l'essence d'un projet, c'est début et fin. La GIP, c'est un outil régalien de l'État dans le cadre de... Donc on fait avec la GIP pour une expérimentation, pour dire voilà comment ça se passe, et si ça se passe bien, la GIP continue. Donc l'État, à travers le projet, appuie la GIP en faisant cela, en disant à la GIP aussi, vous pouvez faire ce type d'activité avec les entreprises en leur montrant qu'ils peuvent prendre des jeunes et leur donner des compétences, parce qu'on ne va pas dire à un jeune qui a une licence, refais une autre licence. Voilà, il a déjà un diplôme. On dira qu'est-ce qui te manque en termes de compétences et on lui transmet ces compétences pour qu'il puisse, dans l'entreprise, pratiquer. Par rapport à ça, pourquoi je pense qu'il vaut mieux aller les chercher au début de la formation universitaire et les orienter vers... C'est ce que la composante fait. C'est la première composante. La première composante fait ça. Et on modifie petit à petit tous les programmes. Tous les programmes. Comme ça, quelqu'un qui vient du lycée ou qui vient du BEPC pour une... Voilà. Donc il a l'outil, mais ça va prendre du temps. Là, on a 15 programmes. 5 ans, ça ne suffira pas. Non, ça ne suffira pas, mais ce n'est pas l'objectif du projet. Ça va continuer. Sans tenir compte des cadres qui sont là, qui sont de l'Antiquité, qui ne veulent pas que les choses évoluent. C'est le système. Avec les cadres. Non, c'est pas... Vous savez, Non, mais je veux dire, le projet s'attaque au système, à l'ensemble du système. Premièrement,
sur le long terme avec l'outil de formation. Deuxièmement, sur le moyen terme ou le court terme, pour les jeunes qui sont au chômage, pour leur permettre d'avoir un emploi. Et troisièmement, l'appui institutionnel pour permettre les réformes au niveau du système. C'est dans ce cadre, vous êtes tous contents de l'ANAC, je pense. Vous avez entendu parler de l'ANAC. On a entendu parler de l'ANAC. Tout le monde n'aime pas l'ANAC. Je ne sais pas si tout le monde vous aime, vous. Non, mais l'ANAC, je vais vous dire... l'ANAC qui n'aime pas beaucoup les réformateurs. Non, c'est normal. Mais l'ANAC, c'est un bébé pratiquement du Bocège. Du début, le gouvernement a initié ce projet à travers le Bocège. Oui. Oui, tout à fait. Donc, ce qui veut dire que le projet ne fait pas des choses pour, dans le court terme ou bien de façon limitée, mais on initie des choses à long terme qui vont rester. Par exemple, l'ANAC, c'est un EPA qui va rester pendant tout le temps. Je suis d'accord avec vous. Sauf que je connais des responsables d'universités qui n'ont pas appliqué l'ANAC. Mais ça, c'est normal. Une réforme... Non, mais vous savez, lorsqu'on a une réforme, on a toujours des mécontents et des... C'est toujours comme ça. Ça passe par M. Alpha. Donc, M. Baldé... moi, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est par rapport aux sous-projets réalisés. Oui. J'ai constaté qu'il y a certains sous-projets qui tardent aujourd'hui à être dans leur réalisation. Ça, c'est ma première question. Et qu'est-ce qui peut être lié à cela? Ma deuxième question, c'est par rapport au financement. Et je sais bien que c'est la Banque mondiale qui, en bonne partie, fait le financement de ce projet. Mais il se trouve aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'institutions qui ont un problème de dysfonctionnement par rapport à cela. C'est-à-dire, vous avez un sous-projet au sein d'une institution X donnée, mais les responsables de cette institution pensent que l'argent doit tomber à flot pour qu'on fasse la redistribution. C'est comme ça que ça se passe à ISEG, non? Non, c'est une question que je pose. Une question parce qu'ils étaient là-bas. Donc, parce que voilà, ma question... Vous avez donné le coup à Mohamed Ali. C'est un peu ça. Je vais savoir. Voilà. Non, pour être transparent, déjà, bon, je vais le dire, on finance un sous-projet à l'ISEG. Parce que c'est le projet, le gouvernement a décidé de financer les secteurs porteurs. Donc les secteurs porteurs, vous avez l'éducation, parce qu'on a un problème de profs. Et si on n'a pas de bons profs, il ne faut pas rêver, on ne peut pas avoir une bonne formation. Le secteur de la santé aussi, avec tout ce que nous connaissons. Donc on finance un certain nombre de sous-projets dans ce domaine, dans les mines, dans l'agriculture et autres choses. Maintenant, on revient au problème de fonds par rapport au financement et autre chose. Bon, le projet, c'est le gouvernement qui l'a initié, donc le financement, c'est le gouvernement qui le fait. La Banque mondiale est un partenaire technique et financier qui accompagne le gouvernement. Maintenant, par rapport au financement et l'utilisation des fonds, en fait, on a des manuels de procédure qui sont respectés. Donc, il y a des difficultés, c'est normal. Toute chose nouvelle apporte des difficultés, des résistances au changement. Et notre rôle, c'est de faire en sorte, faire de la pédagogie, accompagner l'ensemble des acteurs, qu'ils soient bons ou pas bons, à ce processus de changement. C'est ça en fait le rôle du boss. C'est pas autant le financement. C'est de faire en sorte que les différents acteurs puissent dérouler les procédures du bailleur et du projet. C'est dans leur intérêt parce qu'une fois qu'ils auront bien déroulé cela, ils auront d'autres partenaires. Et l'objectif aussi de ce type de partenariat, de sous-projet, vous avez les acteurs du secteur privé qui emploient, qui sont dans le comité de pilotage, qui regardent comment vous gérez l'argent. Donc lorsque vous le gérez bien, ils n'auront pas besoin d'avoir le gouvernement pour le financer ou la Banque mondiale. Ils ont besoin en fait des ressources humaines bien formées et ils dépensent énormément pour que les gens aillent à l'étranger pour se former. Donc, ils vont donner peut-être le quart de cela pour participer à la formation des ressources humaines en Guinée. Maintenant, notre objectif, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs qui sont dans les sous-projets pour qu'ils soient dans le système vertueux et bien gérer l'argent et bien dérouler les activités et faire de la construction pour que ça soit pérennisé. C'est ça l'objectif. Maintenant, cela ne va pas avec... pour changer les mentalités, c'est pas évident. Ça, c'est dans toute activité. Et maintenant, l'objectif du projet, c'est cela. Carnot Eliassa Baldé, les gestionnaires du projet Bocège, les nôtres invités dans Être et Savoir. Moi, je vous pose un cas pratique, parce qu'il faut bien parler pour ceux qui nous écoutent. Un jeune qui est au chômage, qui a fini ses études, ils sont nombreux, ils sont des milliers ou même des millions en Guinée actuellement. Est-ce qu'il peut venir vers vous pour trouver un emploi? Oui.
Comment? Pas un emploi, mais on peut l'accompagner. C'est son souci premier. Oui, tout à fait. Je vais vous expliquer. Justement, oui, justement. Il peut venir au niveau du BOSEJ et surtout au niveau de l'AGIP, qui est l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. C'est l'État, c'est l'outil régalien de l'État, en fait, pour accompagner les chercheurs d'emploi. Quand il vient vers vous, par exemple, il fait comment? Il vient vers nous. Nous, on le il y a ça? non, on a le site de l'AGIP et le site du projet où il peut avoir le lien où il faut s'inscrire. Ce qu'il faut savoir, que l'État, que ce soit pour le BOSEJ ou pour d'autres projets ou pour d'autres politiques mises en place, ne peut pas accompagner les jeunes s'ils ne sont pas connus. Donc la première des choses pour les jeunes, inscrivez-vous à l'AGIP massivement. D'accord. L'AGIP va vous orienter en fonction des différents projets. Là, je ne fais pas de la promotion du BOSEJ, mais en fonction des politiques, des projets. Tant que c'est d'utilité publique. Oui, voilà. Donc en fonction des outils que l'AGIP dispose, ils vont orienter les jeunes. Dans notre cas, tu t'inscris, on regarde où t'envoyer, soit en entrepreneuriat ou directement vers un stage si tu as la compétence, ou bien te faire une formation complémentaire. Dans ce cadre, on cible plus de 3000 jeunes et actuellement, on a fait presque les trois quarts. Et dans ce cadre, le jeune, il arrive, il est diplômé en sociologie ou en génie informatique. On regarde qu'est-ce qui lui manque et en fonction de ça, on essaye aussi de voir les entreprises en disant que l'État vous donne gratuitement les jeunes. Tout ce qu'on vous demande, c'est de les former, c'est de les accompagner dans les processus. Et c'est le cas actuellement. La semaine prochaine, probablement, on va rencontrer la Chambre des mines, son président et d'autres miniers pour pouvoir faire en sorte que plus de 500 jeunes puissent être intégrés dans le système minier. Ils viennent vers vous, ces jeunes? Oui, ils viennent vers nous, ils viennent à l'AGIP. Oui, maintenant ils le savent. Et actuellement, d'ailleurs, on est en train de faire une formation de 450 jeunes dans les métiers de gestion de projet que le gouvernement a demandé à travers le projet. Et cela donne une capacité nationale à la Guinée. Parce que pour gérer les projets comme le projet BOSEJ, on avait des difficultés pour trouver des gens qui sont spécialistes et compétents. Et il n'y a pas que la Banque mondiale comme bailleur, il y a d'autres bailleurs. Donc pour améliorer la capacité de décaissement de la Guinée au niveau des bailleurs du financement extérieur, on a besoin de gens qui sont formés dans les procédures, au niveau des procédures de ces bailleurs. C'est ce que nous faisons actuellement avec 450 jeunes qui vont aider vraiment à développer d'autres projets pour impacter et améliorer les conditions de vie des Guinéens, dans tous les domaines en fait. Monsieur Baldé, oui, vas-y. Monsieur Baldé, on entend souvent parler de l'ASCAD, l'Agence du service civique pour l'action pour le développement. Tout à fait. Voilà. Je me demande, en tant que citoyen lambda, quelle est la différence entre le BOSEJ et l'ASCAD? D'accord. Je vais vous dire, l'ASCAD, c'est un établissement de formation qui dépend de la présidence, fait de la formation professionnelle, et le BOSEJ accompagne l'ASCAD dans un sous-projet pour former 1000 jeunes dans les métiers de BTP. Parce qu'on a l'impression que tout ça là, ça se ressemble. Non, ça se ressemble. Non, je vais vous dire la différence. Non. ASCAD, c'est un outil de formation. Donc, c'est dans le cadre de la composante 1. Que le BOSEJ soit là ou pas là, l'ASCAD va fonctionner. D'accord. Le BOSEJ vient faire quoi avec l'ASCAD? On vient améliorer un programme en fonction de l'employabilité des jeunes. D'accord. Donc, on forme des gens dans les métiers de BTP, dans les métiers d'électricité et tout ce qui est métier technique. Maintenant, pour faire cela, pour que les gens aient une certaine praticité, on a rénové les bâtiments de l'ASCAD et on a équipé les laboratoires, ou bien là où ils font la pratique, les ateliers. Voilà, c'est ça, les ateliers. Donc le jeune, avant, peut-être n'avait pas ces ateliers. Donc en sortant, il ne pouvait pas pratiquer. Avec le BOSEJ, ils ont eu un financement de $400 000 où pour 1000 jeunes, on a fait la rénovation et on a les ateliers adéquats pour faire la pratique. Donc au sortir de cette formation, il peut travailler dans les métiers de BTP, que ce soit chez, je peux donner des noms, chez Guiter ou KPC ou je sais pas, dans tous ceux qui font du BTP ou dans des petits ou des grandes structures. Donc c'est ça que nous faisons. Donc vous voyez la différence. Nous appuyons techniquement l'ASCAD pour que les jeunes qui vont sortir de là soient des jeunes qui soient compétents, qui sont compétents. Merci. Des questions? Et par rapport à la GIP, la différence aussi, nous accompagnons la GIP pour permettre d'avoir un meilleur
dialogue avec les entreprises. Moi, ce que je comprends dans ça, ça vous couper la parole. Vous êtes un levier accompagnateur quelque part. Mais c'est ce qu'il faut. Ça me ramène à poser la question. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, on forme mal dans nos institutions d'enseignement supérieur que vous existez? Parce que vous êtes beaucoup plus dans la formation et dans l'orientation. Vous êtes même dans l'adaptation de formation à l'emploi sur le marché. Mais c'est ça l'essence du bossage. Non, c'est ça l'essence du bossage. En fait, le bossage n'est pas correctif. C'est pas un correctif. C'est un correctif, mais dans le temps limité. Après, on laisse les gens faire. On vient, il y a un problème. Le gouvernement a constaté que plus de 60% des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur sont au chômage. Donc, il y a un problème. D'accord. Le bossage vient corriger cela en faisant du dialogue entre les formateurs et les employeurs, en disant on va moderniser les labos, on va former les formateurs, on va faire de nouveaux cours pour que ça soit adapté aux besoins de l'emploi. Dans ce cas. Dans ce cas-là, on fait ça pendant 5 ans, les gens ont pris l'habitude, ils continuent. Ils ont le budget national pour le faire, ils peuvent postuler au budget étranger, mais ils ont la méthode. Donc nous leur apportons la méthode. Lorsque vous arrêtez, ils vont arrêter. Hein? Non, mais il suffit de contrôler. Non, mais attendez. Non, l'objectif c'est pas ça. Justement, nous sommes là pour faire des pilotes et pour montrer aux gens un peu avec eux. On ne se substitue pas. Justement, c'est ça la méthode au niveau du bossage. Sinon, on pouvait faire tout ça au niveau du bossage et venir déployer. On a dit non. On met en place une équipe de gestion au niveau de l'institution qui le fait. On le fait ça au CEPERTAM pour les mécaniques. Il y a beaucoup de projets qui sont venus comme ça dans des institutions, mais après, vous savez, là ça n'existe plus. Non, attendez. Vous pensez que l'ANAQ va disparaître? Tant que l'ANAQ est là, l'ANAQ va contrôler la qualité des programmes, y compris les programmes qui nous envoient. L'équivalent de l'ANAQ au niveau du programme. Ça ne va pas disparaître, mais ça va devenir comme l'INERAP. Voilà le mot. Ça va devenir comme l'INERAP. Ça va servir à rien. Non, l'ANAQ est en train de fonctionner. L'ANAQ reste. Je sais que c'est en train de fonctionner. Ça reste. Je remarque par exemple. Non, mais ils ont fait. Vous savez pourquoi ça va rester? Oui. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'ils vont donner les résultats, moi en tant que parent, j'ai un enfant, je regarde le classement de l'ANAQ, je me dis, bon, il y a génie informatique ici, génie informatique, celui-là est habilité ou accrédité, celui-là ne l'est pas, donc je vais là où c'est habilité. Donc c'est un système vertueux. D'accord. Et ce qui fera que, bon, avec la transparence, vous savez, l'information disponible. Oui. Donc, sinon, non, mais c'est pas question, c'est du pragmatisme. C'est du pragmatisme. Vous connaissez l'INERAP? Oui, je connais. L'INERAP qui faisait des documents. Oui, mais c'est pas la même chose. Vous savez, aujourd'hui. Non, et c'est pas la même époque. Aujourd'hui, vous avez vu. Voilà, ça y est, non, mais attendez, aujourd'hui, les résultats. Non, je dépasse des étiquettes là. On n'aime pas la qualité. Non, mais là, ils sont pas leur intérêt. On ne parle plus des formateurs. On ne parle plus des propriétaires d'écoles. On ne parle plus des profs. Les profs, pour exister au jour le jour, ou les écoles pour exister, ont besoin de ce résultat. Et ça les entraîne en fait à faire de la qualité. C'est obligatoire. D'accord. Et vous savez que beaucoup de gens vont au Sénégal ou à Abidjan ou au Ghana pour faire des formations. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils ont de la qualité. On s'est spécialisé là. Donc du coup, les écoles guinéennes, si elles veulent compétir même en interne, il faut se soumettre à l'évaluation de l'ANAQ. Crédibiliser la formation. Voilà, c'est comme l'exemple que je te donne. Un élève d'ici qui veut faire l'économie à l'université, il n'a que 2 heures d'économie. La 11e scan terminale. Alors qu'au Sénégal, il y a Sirigé. Ben justement, l'ANAQ fait en sorte ils ont des référentiels. Ils font en sorte qu'il y ait une standardisation pour avoir une licence en économie ou en maths ou autre chose. Il y a des standards au niveau national, au niveau international. L'autre question. Oui, mais je pense que le ministre Bano en avait parlé. La démultiplication des filières et des options. En fait, nous sommes jusqu'à présent dans la généralisation des choses au lieu de spécifier les choses. Oui, mais là, justement, je vous ai dit que le bossage vient régler un problème spécifique. C'est pour cela, des fois, on nous demande pourquoi vous ne vous occupez pas des jeunes qui sont ne sont pas au lycée ou non scolarisés. C'était ça ma question, au fait. Parce que jusque-là, peut-être vous allez compléter. J'ai complété, vous allez aller sur la réponse. On a remarqué que jusque-là, vous êtes au niveau de l'enseignement supérieur. En fait. Vous êtes au niveau des institutions et ainsi de suite. Mais et les lycées, aujourd'hui, on n'a que 3 options, par exemple, mathématiques, sociales et il faut diversifier. Vous savez, au niveau du MENA, vous avez d'autres projets de la Banque mondiale ou d'autres avec l'AFD qui s'occupent de ça. Oui, mais on ne les connaît pas. Oui, d'accord. Non, c'est pour vous dire que... On voudrait que Bossage arrive là-bas. Non. Vous savez... Parce qu'avec Bossage, on voit une petite transparence. Oui, le gouvernement a une politique sectorielle. Et là-dedans, vous avez des programmes.
Et dans les programmes, vous avez des projets. C'est l'ensemble de tout ça qui va régler le problème. Est-ce qu'il y a un projet équivalent au bossage au niveau de l'enseignement supérieur l'enseignement secondaire. Oui, il y a un projet. Il y avait le PSE avant. En fait. Le PSE, le programme séculaire de l'éducation. Oui. Et maintenant qui est remplacé par un nouveau projet qui arrive. Il y a le PRODEG, un nouveau projet ou programme qui va s'occuper au niveau sectoriel. Mais chacun vient régler un problème spécifique. Ça marche pas là-bas, vous savez. C'est l'omerta totale. Non, vous ne les avez pas invités. Non, vous ne les avez pas invités. Monsieur Baldé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je sais que vous êtes là, mais croyez-moi, il y en a qui n'ont pas envie de faire comme vous, parce qu'ils ne sont pas aussi explicites comme vous. Non, mais vous savez, mais vous savez, il faut les inviter. On ne pas vous amener à faire des commentaires politiques. Non, on les tente, mais des fois, donc, M. Mohamed Ali, pour aller dans la droite ligne de ce que nous disions, est-ce que M. Baldé, est-ce que le BOSEJ a un programme de suivi et évaluation des bénéficiaires des différents projets? Tout à fait. On a un problème, on a même un spécialiste en fait au niveau du projet qui ne fait que ça, il est payé pour faire ça. Il fait suivi et évaluation avec le cadre de résultat du projet, avec les objectifs. On cible globalement plus de 13 000 jeunes dans la phase du projet, dans la phase de mise en œuvre du projet, et ensuite ça va continuer. Et si on a mis en place un programme en mathématiques ou je sais pas en énergie renouvelable, il va continuer. Mais dans la première partie, on a un cadre de résultat qui est de 13 000 jeunes sur 10 000 pour la première composante. Donc on suit tout ça. Et au niveau de la GIP aussi, tous les jeunes qui ont bénéficié, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou une formation complémentaire ou un stage, on a leur numéro de téléphone. On les suit chaque mois pour savoir est-ce qu'ils ont été employés, parce qu'on ne donne pas les primes de stage comme ça aux entreprises. À la fin, on a une prime d'incitation à l'emploi. Donc l'entreprise doit bénéficier de cette prime et l'entreprise doit permettre, en tout cas accompagner le jeune vers un emploi. Kerno Ilyassa Baldé, il est le gestionnaire du projet BOSEJ. Alors je rappelle que si vous avez besoin de nous contacter, appelez juste sur le numéro qui se trouve sur votre écran. Voilà, j'arrive à le dire, enfin même par la télé c'est difficile. J'ai envie de dire, si vous avez des dossiers, vous avez envie de nous contacter, le numéro s'affiche maintenant là sur votre écran, vous pouvez appeler là-dessus et nous prendre. C'est la dernière partie de cette émission, dernière question ou avant-dernière question? Bon, moi c'est bon. Alors, monsieur Valli? Une dernière question. Moi, j'ai toujours une question si vous en avez. Oui, bon, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer, monsieur Mohamed. Voilà. Monsieur Baldé, donc, j'ai envie de savoir, j'ai remarqué que vous êtes beaucoup plus dans la formation, mais il se trouve que vous relevez du ministère de la Jeunesse, si je ne me trompe pas. Pourquoi vous n'êtes pas logé au ministère de l'Enseignement supérieur, par exemple? C'était plus facile, non? Bon, en fait, je vais dire, on est dans les compétences. Peut-être c'est un peu subtil, mais oui. On est dans le domaine des compétences et c'est un projet transversal où on s'occupe des stages, l'accompagnement vers les stages, des formations courtes et moderniser l'outil de formation. Et on traite des problèmes de la jeunesse, donc transversal. Le gouvernement a décidé de mettre... c'est bien que vous soyez au ministère de... Ah oui? Ou bien vous n'allez pas dire que c'est pas bien? Non, c'est pas... Non, Parce que nous, on voit au ministère de la Oui, je suis au ministère de la Jeunesse. J'ai eu un certain... Le ménage, vous savez, c'est le... Il n'arrête pas de microphoner de cette émission. Monsieur Baldé, merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous avez un dernier mot rapide. Un dernier mot, j'appelle tous les jeunes vraiment qui sont au chômage, qui ont un diplôme, et même s'ils n'ont pas de diplôme, de s'inscrire à la GIP. Pour pouvoir bénéficier de ce programme, et ceux qui sont en formation initiale aussi, de voir les 15 sous-projets du projet BOSEJ au niveau de la composante 1. Il y a des très bons programmes qui ont été établis, qui sont en adéquation avec les besoins d'emploi en Guinée. D'accord. Et en tout cas, je vous remercie. Merci M. Baldé, merci M. Valli, merci M. Cheikh, M. Keïta, merci. C'était nous pour vous, parce qu'une école sous-développée est une école contrôlée par des gens qui se moquent bien de l'éducation. Alors travaillons justement à ce que notre école soit meilleure. On se retrouve la semaine prochaine maintenant, mercredi prochain à partir de 15h. Au revoir.